Bonjour, une toute petite capsule, comme dit Éric Verhaeghe, une petite capsule vidéo pour vous demander de l'argent. Alors, j'ai pas mis mon uniforme kaki comme Zelensky, hein, mais je suis dans une démarche un peu identique. Non, je ne vous demande pas des dollars et des armes. Simplement, j'ai fait le point un petit peu et je constate que les efforts qui avaient été faits, votre contribution, votre soutien initial, eh bien, il a été un petit peu dépensé, non pas par des folies, hein, on ne fait pas de folie, mais il y a un certain nombre d'abonnements, des abonnements pour essayer de se mettre au sous-titres, des abonnements Internet. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais j'ai eu beaucoup de soucis cet été. Il y a le fait de loger les vidéos dans le cloud pour éviter tout problème. Enfin, et puis, naturellement, des prestataires externes, je commence parce que c'est finalement beaucoup de travail. Et ce d'autant, je le rappelle, que je continue d'abord à avoir une activité éditoriale écrite, c'est du boulot. J'ai un autre projet de bouquin sur la justice qui sera le prolongement du précédent. Et j'ai également, de temps en temps, quelques sollicitations sur mon cabinet d'avocat, auquel je ne collabore plus, mais qui me demande de venir donner des coups de main sur les spécialités qui sont restées les miennes. Voilà. Donc, j'aurais besoin un petit peu d'un petit effort de ceux qui peuvent, bien sûr, pour poursuivre ce travail de réinformation que nous avons entrepris il y a presque un an et demi maintenant. Hein. J'insiste toujours sur ce terme de réinformation. Aujourd'hui, avec Hervé Carès, ce travail sur la géostratégie et ce travail sur le militaire, avec d'autres interlocuteurs, la nouvelle émission que j'ai appelée Un monde qui change, qui va continuer, mais il y a d'autres choses qui vont être mises en œuvre. Et là aussi, j'aurais besoin de prestataires externes. Alors, de prestataires externes, ce sont des gens qui font ça, je dirais pas en amateur, parce que c'est de bon niveau, mais qui ne font pas ça de façon massive. Hein. Donc, voilà, je serais ravi si vous pouviez revenir un petit peu sur cette histoire de cagnotte et abonder pour qu'on puisse ainsi continuer. Bon, alors il ne faut pas oublier surtout tous ceux qui ont participé à ce combat avec des contributions qui ont eu un premier mérite. C'était un mérite de soutien moral. Ça m'a fait très plaisir, ça nous a fait très plaisir et ça continue à nous faire plaisir pour ceux qui continuent à abonder, de sentir qu'on est utile, que les gens reconnaissent l'importance de ce travail. Donc, gratitude à vous tous, gratitude à ceux qui ont fait parfois des efforts importants et merci à ceux qui vont s'y mettre. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, cette reconnaissance, parce que c'est une reconnaissance. J'ai fait un métier où la reconnaissance était en général, quand on réussissait au rendez-vous, puisque j'étais avocat, j'ai défendu les gens, je les ai conseillés, parfois dans des épreuves difficiles, des épreuves de la vie. Eh bien, cette fois-ci, c'est un combat. J'essaie d'aider les gens à mieux l'appréhender et à leur faire sentir qu'ils ne sont pas seuls. Parce que c'est vrai que face au déferlement, on peut avoir un sentiment d'isolement. Eh bien non, il y a des gens qui partagent vos avis et il y a des gens qui se battent pour essayer de vous donner les informations dont vous avez besoin. Vite, bon, ben, je vous informerai. Alors aujourd'hui, vous allez avoir une vidéo qui va naturellement et bien sûr porter sur le Moyen-Orient avec Hervé Carès qui va nous expliquer les enjeux stratégiques, géostratégiques et les enjeux militaires de cette tragédie qui vient de se relancer dans cet endroit du monde particulier, très particulier. Donc ça, ce sera pour aujourd'hui, mais je pense qu'il faudra que nous fassions probablement quelque chose autour du Moyen-Orient, parce que c'est une histoire assez ancienne, moi que j'ai toujours connue, hein, depuis mon arrivée dans la vie d'homme et mes engagements, parce que j'ai été quelqu'un d'engagé, y compris au Moyen-Orient, que j'ai beaucoup fréquenté et beaucoup visité. Je crois que ce serait intéressant de faire quelque chose de plus approfondi que ce à quoi on assiste aujourd'hui dans nos prestations. Hein. Bien évidemment, vous allez, je pense, découvrir un certain nombre de choses ou avoir des confirmations dans le travail qui a été préparé par Hervé Carès, mais je souhaiterais qu'on aille plus loin et qu'on sorte
le moment venu, et qu'on sorte de l'ambiance un peu épouvantable que nous connaissons, avec la passion qui domine tout, avec les tensions. Donc, laissons les choses se remettre en place, laissons les malheureux Palestiniens de Gaza affronter ce qui les attend, et puis espérons qu'après, un peu de raison reviendra. Alors, en France, bien sûr, hein, dans l'opinion française, mais aussi dans l'opinion internationale, et qu'enfin, on puisse commencer à avancer. Je ne suis pas très optimiste, hein, je le dirai, je vais le dire en commençant la vidéo commune avec Hervé, mais il faut toujours essayer, il faut toujours espérer arriver à quelque chose. Voilà. Eh bien, j'ai terminé mon travail de Zelensky, toujours sans treillis, hein. Je compte sur vous et je vous dis à très très bientôt. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé qui a bossé dans une période difficile où il est très, finalement, intellectuellement très sollicité parce que sa spécialité, ses compétences qui met à notre service déjà depuis plusieurs semaines, ont été très sollicitées. Moment particulier, moment un peu difficile, puisqu'un troisième front s'est ouvert dans l'affrontement mondial. Je ne veux pas dire guerre mondiale parce que le concept repose sur un véritable affrontement mondial militaire, mais le conflit mondial a donc vu s'ouvrir un troisième front. Le premier, c'était l'Ukraine, Europe centrale. Le deuxième, qui est latent, c'est la Chine, c'est-à-dire que le réarmement de Taïwan, tout ce qui se passe autour de ça, les implantations américaines dans la région. Et puis maintenant, le Moyen-Orient. Poutine a dit, je commence en parlant de Poutine, Poutine a dit, ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est l'échec de la politique américaine. Je trouve que c'est relativement pertinent. Donc, la guerre militaire a repris, tout ça dans un contexte global difficile, tout ça dans un contexte national difficile pour nous, hein, parce que nécessairement ce conflit est importé. Il y a une forte communauté juive en France, la première d'Europe, et il y a une forte communauté musulmane, la première d'Europe. Hein. Donc, effectivement, et on l'a vu avec ce qui s'est passé hier à Arras, on a vu que c'était effectivement l'expression d'une forme de conflit larvé, et je suis assez pessimiste sur la façon dont nous allons pouvoir traiter ça. Alors, concernant ce qui se passe en Israël, ce sera, et la vidéo d'aujourd'hui portera beaucoup sur ce conflit, ultra passionnel. Beaucoup de gens, et dont certains m'ont surpris, ont basculé de part et d'autre, hein, dans le fanatisme. Je trouve ça triste parce qu'il faudrait essayer de garder un minimum de rationalité, mais là, c'est la dictature de l'émotion. Alors, avant de passer la parole à Hervé, je voudrais dire un petit mot sur la polémique concernant opération terroriste du Hamas ou crime de guerre. Alors, les mots ont un sens. Camus disait mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Bon, tout ça, c'est bien joli. Il y a deux enjeux, me semble-t-il, dans cette polémique. La première polémique, c'est que ceux qui s'attachent à la qualification de crime de guerre disent c'est parce qu'il y a un conflit. Et beaucoup de ceux qui refusent cette qualification pour mettre en avant la qualification de terrorisme font passer le conflit sous la table. Le conflit qui oppose deux peuples. C'est une guerre. C'est une guerre qui dure depuis 1948 au minimum. Bon, donc il y a d'abord ça, et il faut savoir ce qu'on dit. Alors personnellement, je souscris à la qualification de crime de guerre, et d'autant plus que sur le plan juridique, désolé, mais on va repartir de ce champ de compétences, euh, le terrorisme du Bataclan, par exemple, hein, même si on a l'impression que c'est les mêmes méthodes, et c'est une impression qui est fondée, il n'empêche que le terrorisme du Bataclan
et d'autres terrorismes en France, sont traités, jugés à partir des règles françaises, du code pénal français, du code de procédure pénale français, sont traités à partir des règles du droit interne. Hein, ce ne sont pas considérés, alors il peut y avoir des qualifications de terrorisme, mais ce ne sont pas considérés comme autre chose que des infractions de droit commun. Hein, c'est ça. Alors que le crime de guerre est une infraction internationale, considérée comme telle et jugée comme telle, en application du droit international, qui est le fruit d'accords internationaux qui lui donnent sa force. Donc, je pense que cette différence, elle a son importance, c'est qu'on ne peut pas nier l'existence d'un conflit ancien entre deux peuples sur cette même terre d'Israël. Euh, Autre observation que je voudrais faire, c'est que donc on stigmatise beaucoup le terrorisme comme le considérant comme inacceptable. Je vais juste faire une remarque. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un grand mouvement de libération nationale, d'émancipation des empires. Hein, alors, ça s'est passé de façon minoritaire, hein, parfois bien. Hein, l'Afrique noire française a été décolonisée par De Gaulle dans le calme, hein, mais dans beaucoup d'autres endroits, et pas seulement en ce qui concerne la France, dans beaucoup d'autres endroits, ça s'est passé après des guerres particulièrement atroces. Et à chaque fois, à chaque fois, les mouvements de libération nationaux ont utilisé le terrorisme. Il n'y a pas photo avec cette donnée. Alors, je trouve que ce à quoi me fait penser ce qui est en train de se passer en Israël, je suis assez pessimiste sur la possibilité de trouver des solutions qui soient dans l'intérêt des deux parties. Je vais rappeler, bon, ben, ça me fait beaucoup penser, tout ce que j'entends depuis quelques jours, à la fin de la guerre d'Algérie. J'avais une douzaine d'années, je m'en rappelle très bien, et ce d'autant que sur le plan familial, on était inséré dans cette réalité. Et le FLN qui a obtenu l'indépendance, c'est-à-dire atteint ses objectifs stratégiques qui était l'indépendance de l'Algérie, l'a fait au départ en existant par le terrorisme. J'allais dire grâce au terrorisme, hein, mais c'est difficile d'employer ce mot-là. Ensuite, en ce qui concerne cette offensive lancée par le Hamas, avec toutes les caractéristiques dont je viens de parler, elle me fait penser à l'offensive du Tet que les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong ont lancé à la fin du mois de janvier 1968, une offensive qui a surpris absolument tout le monde, qui a bousculé les Américains. Hein, les Viet Cong avaient pris l'ambassade des États-Unis à Saïgon. Eh bien, cette offensive qui a eu des épisodes de terrorisme avec des massacres, à Hué en particulier, a été écrasée militairement, complètement écrasée militairement par les forces américaines. 7 ans plus tard, le Nord-Vietnam et les Viet Cong sont entrés en vainqueurs à Saïgon. Donc, je pense qu'il faut justement ne pas oublier certaines leçons de l'histoire et s'imaginer que le processus d'aujourd'hui est probablement très lourd de danger, y compris et surtout pour Israël. Voilà, j'ai terminé mon petit speech, mon petit prêche, mon cher Hervé, et je te passe la parole. Bon, eh bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran. Tu m'as donné la capacité à Oui, partager, hein? oui, 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 normalement tu l'as. Et voilà, nous y Très bien. sommes. Donc, vous allez comprendre que derrière, je mets la diapositive de départ, ce sera tout aussi bien. Derrière cette problématique de ce conflit entre le Hamas et l'État d'Israël, il y a bien sûr toute une histoire, et l'histoire de deux peuples, le peuple israélien, donc essentiellement des juifs sionistes qui sont venus s'implanter
depuis les années 30, années 20, mais avec bien sûr la poussée de la moitié des années 40, notamment à partir de 1947 et 1948, avec la Première Guerre. Et vous voyez sur cette carte, alors ce n'est pas évidemment une représentation de l'État palestinien, mais de la démographie et des implantations démographiques de manière très schématique et de leur évolution sur ce territoire. Alors c'est parlant, bien sûr, hein, quand on regarde la première image à gauche et la dernière en 2005, la première en 2047 et la dernière en 2005, évidemment, c'est parlant. Maintenant, lorsqu'on s'intéresse vraiment à l'histoire des conflits qui ont touché ce territoire, eh bien, on voit le premier conflit de 1948, la première guerre israélo-arabe en 1948, avec ses conséquences. Et une des conséquences majeures, ça a été l'annexion de la Jordanie, de la Cisjordanie, pardon, par la Jordanie. Ensuite, la deuxième guerre de 67, qui est la guerre majeure en termes de récupération de territoires par l'État israélien, avec les territoires qui sont récupérés et occupés, et notamment la Cisjordanie. Ensuite, il va y avoir le conflit de Yom Kippour, justement, de 73. Et ensuite, les premières rétrocessions de territoire par l'État israélien à l'issue des accords d'Oslo en 1993. Et là, on arrive à la situation de la carte de 1995, où on voit qu'il y a différents types de zones qui sont accordées aux Palestiniens avec différentes catégories juridiques pour ces zones, des zones où l'autorité palestinienne a toute compétence, ce sont les zones en vert. Ensuite, des zones en vert pâle où il y a une coopération sur le plan de la sécurité intérieure entre l'État palestinien et puis l'État israélien. Et ensuite, les zones C où il y a exclusivité du contrôle de l'État israélien. Donc ces zones C sont les zones en orange. Donc vous voyez que la situation quand même de l'État palestinien en 95 est quand même assez compliquée hein, sur le plan de l'unicité territoriale et de son fonctionnement. Alors à l'époque, l'État palestinien, c'était avant tout le Fatah. Ensuite, vous remarquerez en haut à droite cette zone hachurée en orange, c'est le plateau du Golan, et ce plateau-là, c'est une zone éminemment stratégique pour Israël, pour des raisons essentiellement de réserve en eau, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Et ensuite, la dernière carte, eh bien, on voit cet État, ce proto-État palestinien, parce que quand on n'a pas de continuité territoriale, il est difficile de se considérer comme un État, avec le Fatah qui s'est concentré sur la zone de la Cisjordanie, Jordanie qui est, on va dire, morcelée par des implantations, notamment de colons israéliens, et bien sûr la zone de Gaza qui a été prise au Fatah en 2007 par le Hamas après des élections. C'était les seules élections d'ailleurs qui ont eu lieu dans cette zone-là, puisque le Hamas n'a pas refait d'élections, et une guerre civile qui a également opposé le Hamas et le Fatah sur cette zone. Donc il y a en fait deux proto-États palestiniens en ce moment, celui qui se trouve en Cisjordanie, complètement assuré par les implantations israéliennes, et puis un qui se trouve dans la zone de Gaza, qui a une continuité territoriale, mais qui échappe totalement à l'autorité palestinienne et qui est dirigée par le Hamas. Donc, sur le plan juridique, quand même, il est intéressant de comprendre que l'État d'Israël, c'est un État qui est particulièrement hors la loi au plan des lois internationales, puisqu'il fait l'objet de 50 résolutions de l'ONU qui n'ont pas été appliquées. Et surtout, la résolution 242 qui date de la guerre de 1967, qui demandait la rétrocession des territoires conquis. Donc, un État qui est hors la loi au plan du droit international, et le droit international qui donnerait d'ailleurs plutôt raison aux Palestiniens, et même à la Syrie pour ce qui concerne le plateau du Golan. Donc, un État israélien dont la géostratégie est bien sûr la récupération de territoires. Parce que autant le proto-État palestinien est morcelé, autant l'État israélien ne peut accepter comme ça d'avoir une enclave aussi importante comme la Cisjordanie. Donc,
c'est un des objectifs stratégiques de la droite, de l'extrême droite israélienne et notamment du gouvernement actuel. On est sur la continuité de cette récupération de territoire au détriment du proto-État palestinien. Et bien sûr, une des armes majeures en Cisjordanie pour récupérer ces territoires, ce sont les implantations des colons, avec 450 000 colons qui sont implantés, et colonies qui sont implantées en Cisjordanie. Alors quand je lance les implantations des colons en Cisjordanie, sont des emprises qui sont quasiment fortifiées avec des colons qui sont armés, qui sont souvent des colons ultra-orthodoxes et d'extrême droite. On n'est pas du tout dans l'ambiance et l'esprit des kibbutz des années 40 et 60. Le gouvernement actuel israélien, qui est basé, qui est le résultat du retour de Netanyahou aux affaires, hein, à partir des élections législatives de novembre 2022. C'est un gouvernement qui est extrêmement à droite, et avec deux ministres qui sont majeurs au sein de ce gouvernement. Le ministre de la Sécurité intérieure, qui est un partisan de l'extrême droite israélienne, un représentant de l'extrême droite israélienne, et également le ministre des Finances, qui en plus a en charge la gestion de la Cisjordanie, donc des implantations des colons, qui lui aussi fait partie de ce courant d'extrême droite israélienne. Une problématique qui est majeure dans toute la stratégie de l'État d'Israël, c'est les ressources en eau. La maîtrise des ressources en eau, c'est un élément stratégique pour l'État d'Israël, d'où l'annexion ou la non-rétrocession du Golan, qui est un réservoir en eau important dans la zone et qui permet d'alimenter le Jourdain via le lac de Tibériade. Et également, au nord du Golan, les fermes qui ont été conquises sur l'État libanais, avec les fermes de Shiba, qui participent également à la complétude de ces réserves d'eau qui viennent du Golan et notamment du mont Hermon. Une petite problématique intéressante, mais qui n'a rien à conflit actuel et sur lesquels il n'y aura pas d'affrontement, c'est des ressources gazières qui ont été découvertes récemment au large. Par contre, une problématique au conflit actuel, c'est celle de la démographie. Donc, un État d'Israël qui est en croissance démographique importante, puisque les pronostics pour 2050 seraient un doublement de sa population. Donc, ils sont à peu près entre 9 et 10 millions en ce moment, ils passeraient à quasiment 20 millions d'habitants, avec une majorité de juifs, mais également d'autres populations, comme des musulmans sunnites, mais également les Palestiniens dans les territoires, une forte proportion de Palestiniens dans les territoires, et dont la majorité sont regroupés sur la bande de Gaza. Une particularité, on a parlé tout à l'heure avec Régis avant de commencer la vidéo, ce sont les Arabes israéliens, donc les citoyens arabes de l'État d'Israël, qui représentent quand même 21% de la population, alors avec différentes confessions, même si la majorité sont musulmans sunnites, et qui ont un statut particulier au regard notamment des devoirs qu'ils ont à appliquer, des obligations qu'ils ont vis-à-vis de l'État israélien, en termes de service militaire, sur le biais du volontariat, mais également en termes de service civil. Alors maintenant, sur le plan de la stratégie militaire de l'État d'Israël, il y a 4 facteurs importants. Un, c'est l'obsession du rapport de force, et dont on le voit très bien, tous les gens qui sont allés en Israël savent que c'est une population en armes. Vous vous baladez dans les rues, vous allez voir souvent des jeunes en uniforme qui sont complètement intégrés à la population. C'est une population en armes avec quasiment 400 000 réservistes. Donc cette obsession du rapport de force passe d'abord par les effectifs. Ensuite, c'est l'imprévisibilité. C'est que sur le plan stratégique, ils utiliseront toujours des modes opératoires qui ne seront
quasiment indétectables par leurs adversaires potentiels. Ensuite, c'est la culture du statu quo. Ils préféreront toujours une absence d'accord à un mauvais accord. On peut revenir dans ce cadre-là sur les accords d'Oslo, qui ont été bien sûr signés entre la partie palestinienne et la partie israélienne. Et on voit qu'en l'état, ces accords d'Oslo sont morts. Hein. Et on peut considérer qu'une grande partie de la classe politique israélienne les considérait comme un mauvais accord et qui n'ont pas l'intention de les appliquer. Et ensuite, bien sûr, c'est l'alliance de revers. C'est que, en fonction de leurs intérêts géostratégiques, ils peuvent très bien s'allier avec des partis de manière circonstancielle qui pourraient leur être opposés de manière structurelle. C'est le cas avec l'Iran, de manière très, très paradoxale, entre 1950 et 1979, mais également la Turquie récemment. La Turquie demeure quand même un allié géostratégique assez important pour Israël. Et bien sûr, l'absence de vision à long terme. Alors, ce n'est pas tellement le fait des militaires, cette absence de vision à long terme, c'est quel projet, en fait, pour cet État sur le plan politique, hein, avec cette entité palestinienne qui, même si c'est un proto-État, existe. Est-ce que l'on met le couvercle sur la marmite ou on a un véritable projet qui permet une cohabitation à terme pacifique? Alors, concernant maintenant les acteurs les acteurs paramilitaires de cette situation. Il y a bien sûr le Fatah, qui est le mouvement de résistance historique des Palestiniens, donc un mouvement laïque qui a été très, très agissant dans les années 70 et dans les années 80, mais qui maintenant est supplanté par le Hamas. Alors, une autorité palestinienne, d'ailleurs, qui est très absente de la situation actuelle. On a vu quelques prises de position assez discrètes, hein, mais qui est en difficulté, et notamment en Cisjordanie. Ensuite, l'acteur majeur, c'est le Hamas. Donc, un acteur qui a émergé au début des années 80, en partie organisé et financé par l'Iran et également aidé par le Hezbollah, alors même si ce sont des sunnites. Une émanation de frères musulmans, un parti qui a pris le dessus par rapport au Fatah, notamment sur la zone de Gaza. Donc, on a quasiment deux proto-États en ce moment, un proto-État palestinien sur la Cisjordanie, un autre proto-État palestinien sur la zone de Gaza. Ensuite, ne pas oublier les autres groupuscules armés qui se trouvent répartis sur la zone de Gaza, mais également en Cisjordanie, comme par exemple le djihad islamique, qui ne sont pas étrangers aux dernières opérations militaires et terroristes qui ont eu lieu. Et bien sûr, le Hezbollah qui est l'adversaire historique des Israéliens et certainement le plus puissant dans la zone, avec une force qui peut être estimée par certains analystes à 100 000 hommes en comptant la réserve, et une force qui est supérieure en termes d'effectifs à l'armée libanaise. Au Liban, le Hezbollah est vécu par une grande partie de la population, pas uniquement par les chiites, comme une force de patriotes. Historiquement, lorsqu'on regarde les conflits qui ont de manière séquentielle opposé l'État d'Israël à ses voisins ou qui ont engagé l'État d'Israël dans la bande de Gaza, eh bien, ils sont assez nombreux. En gris, vous voyez les opérations israéliennes qui ont lieu au Liban. Et en zone, vous voyez les opérations israéliennes dans la bande de Gaza avant l'évacuation en 2005 et après. Donc une zone quand même qui est potentiellement très chrysogène, comme la frontière libanaise. Alors, on en arrive donc à cette opération de samedi dernier, l'opération Déluge d'Al-Aqsa. On est typiquement dans une opération de type islamique, avec évidemment une organisation militaire, mais avec des actions terroristes, donc une recherche de choc et de sidération chez l'adversaire, et surtout une surréaction de l'ennemi, de manière à ce qu'il crée un antagonisme au sein de la communauté musulmane par une surréaction. Donc, les grandes lignes de cette doctrine stratégique ont été écrites dans la gestion du chaos ou de la sauvagerie,
qui est quasiment la Bible des islamistes et qui est en application au sein des adeptes de l'État islamique. Et donc le but, c'est vraiment diversifier les attaques et attaquer les cibles molles, les cibles non militaires. Et on peut considérer que cette attaque de samedi dernier, c'est un piège stratégique qui a été tendu par le Hamas à l'État israélien, au gouvernement israélien actuel. Alors sur les opérations quand même de sécurisation de Tzahal, suite à cette attaque, on peut remarquer quand même que les avancées des groupes terroristes ont été quand même assez importantes. Elles sont assurées sur la carte. Alors, maintenant, si on regarde la réaction israélienne, bon, je pense qu'on est à la veille d'une opération terrestre, et cette opération terrestre, elle est précédée de bombardements qui sont massifs. Alors, certains chiffres parlent de 6000 frappes. Il y a 6000 bombes qui sont marquées sur la diapo, mais on va dire 6000 frappes. Je pense que c'est quand même extrêmement exagéré. Je pense que ce sont des sources qui viennent de la partie arabe, de la partie adverse à Israël, mais on est sur des frappes qui sont massives et très très importantes par rapport à la densité de population et surtout à la surface considérée. Est-ce que c'est une défaite politique qui s'annonce au regard de la communauté internationale? Ça reste à voir. Alors maintenant, concernant les fronts potentiels, on peut en distinguer 4. D'abord, bien sûr, Gaza, qui va être le front principal et celui qui est ouvert. Ensuite, un front potentiel au nord avec le Liban, qui est plus ou moins actif. Il y a des frappes sporadiques de la part du Hezbollah sur certaines zones israéliennes à la frontière, mais pour l'instant, on est sur l'activité presque habituelle de cette zone-là. Est-ce qu'il va se réveiller à l'occasion peut-être de l'opération terrestre israélienne? Ensuite, un front intérieur en Cisjordanie et sur Jérusalem qui est quand même en train de s'activer et qui constitue un vrai problème de sécurité intérieure pour l'État d'Israël, et éventuellement un front intérieur avec quid de la réaction de la population arabe qui est citoyenne de l'État d'Israël. Donc, à suivre. Les Américains ont dépêché deux porte-avions sur la zone avec leur environnement de bâtiments d'escorte et un groupe de Marines, donc une task force de Marines pardon, qui devrait arriver sur zone dans les jours à venir. Alors ce petit schéma montre le positionnement des acteurs en termes de pouvoir et également de situation vis-à-vis de l'État d'Israël qui se trouve au centre. Ce qui est important, c'est de remarquer que l'acteur qatari est fondamental dans cette crise par ses relations politiques et financières avec l'acteur Hamas, mais également qu'il a la poignée d'éventail des acteurs qui restent préoccupés par la situation de la zone, notamment parce qu'ils ont des otages qui ont été capturés par le Hamas. Ensuite, bien sûr, l'acteur fondamental dans cette crise, c'est les États-Unis, avec un autre acteur qui est concerné, c'est l'Égypte. Donc ce jeu d'acteurs vient bien sûr être troublé par le jeu de l'Iran, qui est, on va dire, l'allié technique sur le plan technique et militaro-technique du Hamas, mais également la Turquie qui se positionne sur le plan idéologique proche du Hamas. Donc une situation qui est assez trouble et avec deux acteurs mondiaux qui ont pour l'instant une position assez sage, qui est celle de la négociation et d'éviter une crise régionale, c'est la Chine et la Russie. L'ONU, bien sûr, est dans son rôle en demandant une désescalade et bien sûr en étant attaché à la protection des populations, notamment des populations palestiniennes. Donc, deux groupes aéronavals américains qui sont en route vers la zone, donc une puissance considérable, c'est en gros 140 avions pour les deux porte-avions.
puis avec des frégates ou des destroyers qui ont des capacités de frappe à la terre. Une MEU, c'est une Marines Expeditionary Unit qui est en alerte et qui serait en cours de déplacement vers la zone, donc une capacité d'action terrestre. Alors, pourquoi ce type de formation serait déplacé par les États-Unis? Peut-être pour faire pression sur la libération de mémoire de leurs 50 otages qui sont détenus par le Hamas. Donc, une force en et deux forces aéronavales américaines qui vont se prépositionner ou qui sont déjà prépositionnées au large d'Israël. Ensuite, concernant les acteurs, on peut être étonné des déclarations de la chef de la Commission européenne, von der Leyen, puisqu'elle s'est alignée sur un soutien inconditionnel à Israël. Donc, on peut se poser la question de sa légitimité, puisqu'elle est la chef de l'administration européenne. Elle n'est pas la présidente de la Fédération européenne, qui n'existe pas d'ailleurs, hein, en tout cas de l'Union européenne. Ensuite, il y avait également présent en Israël la semaine dernière la présidente du Parlement européen, et une déclaration donc aussi bien de l'exécutif et du législatif européen de soutien à Israël. Alors, on peut comprendre, suite au choc qu'a subi l'État d'Israël, ce soutien, mais on peut s'étonner d'un non-alignement prudent sur les positions de l'ONU, qui sont celles de la désescalade et d'un respect du droit des populations, notamment des populations palestiniennes. Donc un positionnement quand même qui pose question et qui pose même question en interne à l'Union européenne, avec de nombreux diplomates qui s'interrogent, et même de la cacophonie quand on regarde le positionnement d'autres responsables européens, dont M. Borrell par exemple. La Russie qui se trouve dans une situation d'équilibre et d'équilibriste, qui est toujours en position de pouvoir parler à tous les protagonistes de la situation actuelle, et les États-Unis qui s'en tiennent à leur projet lié aux accords d'Abraham de rapprochement d'Israël avec certains pays arabes qui ne l'avaient toujours pas reconnu. Ce que l'on peut constater, c'est que depuis les premières frappes israéliennes, qui sont des frappes massives sur le territoire de Gaza, c'est qu'il y a un soutien fort des populations arabo-musulmanes de la zone, hein, notamment en Égypte, avec des dons de sang qui ont lieu, et même des tentatives de franchissement de la frontière par des gens qui, de manière spontanée, veulent amener de l'eau et de la nourriture dans la bande de Gaza. Et ensuite, le Qatar, qui est un des acteurs majeurs de cette crise, en raison de ses liens, bien sûr, avec le Hamas, mais également en raison de son importance sur le plan gazier, avec une déclaration qui peut paraître surprenante, mais qui permet de le positionner en ce qui concerne sa capacité ou sa volonté de poursuivre les approvisionnements en gaz de ses clients. Le bombardement se poursuivait. Donc, à suivre. Alors revenons maintenant à ces notions de centre de gravité que l'on avait abordées lors de la crise ukrainienne. Si l'on prend les deux protagonistes, l'État israélien et puis le Hamas, côté israélien, en termes de centre de gravité, on peut trouver le soutien occidental, la cohésion nationale, la concentration des forces et la supériorité des feux, artillerie, aviation. Côté Hamas, le soutien du Sud global, le soutien de la population, les effectifs en combattant, le réseau défensif. Quand je parle du réseau défensif, c'est tous ces souterrains et tous ces bunkers qu'ils ont installés dans la zone de Gaza, et la capacité de frappe, puisque étonnamment, ils ont toujours une capacité de frappe au moyen de leurs roquettes. Concernant les états finaux recherchés des deux protagonistes directs, eh bien pour Israël, ça serait bien sûr éradiquer le Hamas. Alors, c'est un objectif qui est quand même très très ambitieux, hein. Sur le plan militaire, on pourrait dire plutôt neutraliser le Hamas, ou du moins le rendre inopérant pendant un temps long. Ensuite, sécuriser le territoire, bien sûr, et peut-être même
Alors, ça serait un objectif caché, l'étendre. Alors, je ne parle pas de l'étendre sur la bande de Gaza, mais plutôt poursuivre le grignotage sur la zone correspondant à la Cisjordanie. Ensuite, concernant le Hamas, c'est régionaliser le conflit. C'est une évidence. Ils vont tout mettre en œuvre pour impliquer des acteurs régionaux puissants qui sont potentiellement des adversaires à Israël, comme l'Iran, par exemple. Sachant que Israël ne fait rien pour ne pas régionaliser le conflit, puisqu'ils ont bombardé 2 aéroports en Syrie au cours de la semaine dernière, et mettre fin, bien sûr, au processus d'Abraham. Alors là, ça serait un objectif qui s'inscrirait également dans un objectif géostratégique du Qatar. Et d'ailleurs, Alexandre Delval considère que l'acteur géopolitique régional qui a le plus à gagner dans ce conflit, c'est le Qatar. Je vous conseille d'ailleurs de regarder son interview sur Sud Radio, qui est très intéressante, avec André Berkoff. Concernant les acteurs qui sont un peu plus éloignés en termes d'objectifs d'état final recherché, les États-Unis, c'est éviter la régionalisation du conflit, dissuader l'Iran. C'est pour ça qu'il y a ces 2 groupes aéronavals qui vont être ou qui sont déjà positionnés au large d'Israël, et ce groupe amphibie de Marines qui va se positionner. Ensuite, préserver une reprise des accords d'Abraham, parce que pour eux, c'est vraiment un accord stratégique, cette reconnaissance d'Israël par les derniers États arabes, notamment par l'Arabie saoudite. Les Européens, éviter la régionalisation du conflit. Alors, ce n'est pas en s'alignant sur un soutien inconditionnel à Israël qu'on va éviter la régionalisation du conflit. Et ensuite, éviter l'importation du conflit, parce que tous les États européens, et notamment la France, ont des communautés assez importantes d'origine arabo-musulmane. Et je pense que c'est également leur intérêt d'éviter cette importation du conflit et d'éviter les positionnements trop tranchés vis-à-vis de l'État d'Israël, et notamment en annonçant un support, un appui inconditionnel. Et bien sûr, ensuite, le positionnement de la Russie et de la Chine, qui est également d'éviter la régionalisation du conflit, mais favoriser une solution politique. Alors, leur positionnement est plutôt aligné sur l'ONU. Tu as des choses à rajouter, Régis? Simplement sur l'aspect national qui nous concerne, éviter l'importation du conflit. En commençant, j'ai dit que c'était malheureusement d'ores et déjà le cas, cette importation, et que finalement, alors on se fera répondre par les soutiens inconditionnels d'Israël qu'on rencontre, et ce qui est fort normal, beaucoup dans la communauté juive française. On se fera reprocher d'être complaisant ou d'être défensif avec cette communauté arabo-musulmane et ses partis extrémistes. Le problème, c'est que c'est notre réalité et que ceux qui acclament Israël, par exemple, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, y compris jusqu'à Fabien Roussel, qui se lève pour applaudir frénétiquement la présidente de l'Assemblée nationale, disant soutien inconditionnel au gouvernement d'Israël. Moi, je ne soutiens pas le gouvernement d'Israël, et je vais dire un petit mot à ce sujet sur les lieux où je conseille de s'informer. Mais ceux-là même qui préconisent donc la plus grande fermeté et soutiennent Israël, y compris dans ses excès, ce sont les mêmes que ceux qui ont ouvert les frontières de façon indiscriminée, qui sont les militants, parce que dans l'affaire d'Arras, hein, on constate que la famille de radicaliser ceux qui sont passés à l'acte, ceux qui ont assassiné et tenté d'assassiner d'autres personnes, eh bien, ils avaient fait l'objet d'une mesure d'expulsion et que les belles âmes se sont toutes rassemblées pour s'y opposer. Hein. Et si cette mesure d'expulsion avait eu lieu, il est possible que le malheureux enseignant d'histoire serait aujourd'hui vivant. Donc, cette position de contradiction totale est parfois difficilement supportable. Alors, je voulais ajouter concernant les informations, moi, je conseille bien évidemment, hein, merci Internet, d'aller dans d'autres pays, d'aller voir ce que pensent les autres pays européens et puis également sur le reste du monde, et puis d'aller
consulter la presse israélienne, parce que c'est ça qui est quand même extraordinaire. Hein. On dit soutien inconditionnel au gouvernement d'Israël. Eh bien, le gouvernement d'Israël, il n'a pas le soutien inconditionnel d'une grande partie de sa population. On sait qu'il y a eu ce conflit important, ce conflit politique, hein, sur les réformes judiciaires de Netanyahou. La presse israélienne est extrêmement critique concernant Netanyahou, rappelle d'ailleurs que le Hamas a été créé à l'origine avec l'appui d'Israël, parce que ça permettait de disqualifier la lutte vis-à-vis de l'Occident, de disqualifier la lutte du peuple palestinien. Donc, je conseille d'aller lire cette presse. Hein. Ça remonte un peu le moral, parce qu'on voit des gens responsables, des gens qui pensent que la stratégie et la politique empruntée par Netanyahou et ses ministres d'extrême droite, pour ne pas dire plus, hein, moi je considère que ce sont des néofascistes, eh bien, cette politique est considérée par une grande partie du peuple israélien, une grande partie de l'opinion et une grande partie de la presse comme nocive et dangereuse pour l'État d'Israël. Alors maintenant, sur le plan des opérations militaires, donc on est toujours sur la phase aérienne des opérations militaires. Que pourrait-il se passer? Alors, bon, je n'ai pas du tout la prétention d'imaginer le plan israélien. L'opération terrestre est quasiment inévitable hein, à partir du moment où ils ont décidé d'éradiquer le Hamas. Éradiquer le Hamas, ça ne peut passer que par une opération terrestre. Que pourrait-il faire? Donc, avoir un plan. Alors, comme je le dis souvent, le plan israélien, ce n'est pas un plan qu'ils vont créer ex nihilo. Ils ont forcément des plans qu'ils ont préparés d'investigation de la zone de Gaza, mais ils vont les mettre à jour en fonction des circonstances. Il pourrait y avoir plusieurs phases dans ce plan, mais imaginons qu'il y ait un plan d'investigation de la zone de Gaza en 3 phases pour éradiquer, neutraliser les forces combattantes. On parle du Hamas, mais il y a également d'autres forces combattantes et d'autres groupuscules qui sont bien sûr alliés au Hamas. Premier temps, ça pourrait être sur la phase 1, cloisonner le territoire, c'est-à-dire séparer Gaza-Ville du reste du territoire en pénétrant au sud et en pénétrant simultanément au nord, isoler la ville de Gaza, ensuite interdire pour éviter qu'il y ait des franchissements non contrôlés de combattants du Hamas, et filtrer, bien sûr, un peu comme ont fait les Russes sur Mariupol, les populations qui franchiraient cette zone-là, de manière à détecter d'éventuels combattants. Donc, quand même une opération très très difficile quand on regarde le nombre d'habitants qui se trouvent dans cette zone-là. On est environ sur 700 000 à 800 000 habitants. Je ne sais pas s'il y a toujours 700 000 ou 800 000 habitants, puisqu'il y a des gens qui ont commencé à évacuer. Hein, mais en tous les cas, c'est un vrai sujet. Sachant que les gens qui ont commencé à évacuer, il ne faut pas se leurrer, hein, il y a forcément des combattants du Hamas qui en profitent également pour commencer à s'exfiltrer, puisque je pense que le Hamas, s'il part sur une opération, l'idée d'une opération séquentielle comme ça des Israéliens, il va faire un premier pool de résistance sur la zone de Gaza et peut-être d'autres pools de résistance dans les autres centres urbains en fonction de l'évolution des opérations israéliennes. Donc, premier temps, et sur la phase 1, donc cloisonner le territoire, isoler la ville de Gaza, interdire et filtrer. Deuxième temps, investir, donc pénétrer à l'intérieur de la ville de Gaza avec tous les risques que cela peut comporter dans ce contexte urbain, face à des troupes aguerries et des troupes qui ont déjà organisé le terrain avec des souterrains et des bunkers. Donc en utilisant d'abord les grands axes et ensuite, à partir de points clés, commencer à rayonner en fonction des zones sur lesquelles seraient détectées des résistances. Donc investir et ensuite réduire. Ensuite, contrôler la zone. Donc rester en position sur les points clés de la zone et puis continuer à patrouiller pour éliminer les dernières résistances. Et ensuite, éventuellement, dans une phase 2, refaire la même chose sur cette zone-là et ensuite refaire la même chose sur cette zone-là. Donc, si on en revient à l'objectif stratégique et l'état final recherché politique du gouvernement israélien, on pourrait imaginer qu'il va y avoir donc une opération séquentielle terrestre des Israéliens en 3 phases. Première phase sur la zone de Gaza, deuxième phase sur cette zone-là, et terminée sur cette zone-là.
c'est une hypothèse, hein, elle est très largement discutable, hein. On verra ce qui se passera dans les jours à venir. En tous les cas, on voit que sur le plan humain, ça va être terrible. Cela veut dire que la seule porte de sortie pour les populations, ça va être la frontière égyptienne. Alors, j'ai entendu dire que ce matin, la frontière égyptienne avait été ouverte dans le cadre des négociations avec les États-Unis, très certainement. Donc, il faut imaginer quand même, on va dire, entre 500 000 et 1 million de réfugiés qui pourraient traverser cette frontière israélienne. Cela veut dire que l'ONU, très rapidement, va devoir mettre en place, en liaison avec l'État égyptien, une structure d'accueil des réfugiés. On est quasiment sur une opération qui pourrait être comparable à celle qui avait été mise en place pour accueillir les Kosovars à l'époque de la campagne de 1999 de l'OTAN sur le Kosovo, mais avec un nombre beaucoup plus important de population et dans une zone qui est très, très aride. Donc, une opération qui va avoir des conséquences politiques importantes au plan international, très probablement pour Israël et pour ses soutiens occidentaux, si les soutiens occidentaux demeurent alignés et n'ont pas du recul par rapport à ce qui va se passer. Une opération qui, sur le plan de l'image internationale d'Israël, alors qu'au départ, elle était vue à juste titre comme une victime, pourrait se retourner contre elle, puisque maintenant, l'information circule et de manière très, très ouverte. Donc, ça risque d'être compliqué, mais je pense qu'avec ce qu'ils ont annoncé, je ne sais pas s'ils iront sur d'autres phases, mais en tout cas, cette phase-là, elle est quasiment inévitable. Alors, concernant le rapport de force, bien, globalement, les effectifs qui peuvent être engagés sur la zone par l'armée israélienne, c'est entre 80 000 et 100 000, à mon avis. Et ensuite, les forces rebelles de résistance, hein, les forces du Hamas et puis des autres groupes terroristes, c'est entre 20 000 et peut-être 30 000 combattants. Alors maintenant, on revient sur le conflit ukrainien. Tu as un truc à rajouter, Régis? Juste ce que tu avais dit au début, est-ce que le coût politique ne va pas être pour Israël insupportable? Quand je dis coût politique, il y en a de deux natures. C'est que si c'est un affrontement urbain, la guerre des rats, comme disaient les soldats allemands dans Stalingrad, ce ne sera pas un Stalingrad, évidemment, mais les Israéliens vont perdre du monde. Il va y avoir un bilan important. Hein, c'est-à-dire que les bulletins sont obligés de faire part quotidiennement de pertes humaines qui ne peuvent pas ne pas être importantes. Et puis la deuxième observation, ça concerne le soutien politique dont tu parlais. Le soutien politique dont tu parlais, l'information, et tu en diras un petit mot sur la guerre de communication, dont on voit les limites de la communication initiale qui a provoqué toute cette émotion, la fameuse histoire des 40 bébés, etc. Hein, tout ça va complètement s'inverser et le coût politique dans le soutien occidental, dans le soutien de la communauté internationale, qui est quand même réduite au G7 en grande partie, les autres étant beaucoup plus prudents, on voit la Chine et la Russie, je pense que le coup politique risque d'être très lourd. Parce que quand on voit ce qui se passe dans les capitales des pays musulmans, quand on voit les manifestations à Bagdad, à Amman, au Pakistan, en Inde, au Bangladesh, et puis dans des pays occidentaux, elles sont importantes, ces manifestations. Il y a le trouble apporté par, je pense en particulier en Europe, par ces communautés arabo-musulmanes importantes. On le voit bien en Grande-Bretagne, on le voit bien en Suède. C'est un drôle de pari quand même que fait Israël. Alors maintenant, nous revenons donc au conflit ukrainien, qui est le conflit qui nous a animés jusqu'à ce que cette nouvelle tension fasse jour au Proche-Orient. Sachant qu'il y a un théâtre aussi pour l'instant également qui est un petit peu en sommeil, c'est celui de l'Arménie. Et je suis assez pessimiste puisque j'ai vu dernièrement que l'Azerbaïdjan réclamait quelques zones qui se trouvent actuellement sur le territoire arménien. Donc c'est une affaire qui est loin d'être terminée. Donc je ferme la parenthèse.
Donc, on en revient au centre de gravité. J'ai rajouté un centre de gravité chez les Ukrainiens, qui est celui de l'appui occidental, qui est fondamental, hein, j'avais oublié. Hein. J'avais fait ça très rapidement au départ. Et ensuite, côté russe, le soutien du Sud global, qui est également un centre de gravité important. On est toujours sur un centre de gravité ukrainien qui est très, très attaqué, hein, c'est celui des effectifs. Et puis un centre de gravité russe sur la Crimée et sur éventuellement la maîtrise de la mer Noire, qui en fait est en train d'être moins attaqué qu'il l'était la semaine passée, où il y a eu une forte pression. Même s'il y a eu dernièrement une attaque sur une corvette russe. Alors, je ne connais pas la zone, hein, elle n'a pas été mentionnée, apparemment par des drones sous-marins, donc ça serait une première, puisque jusqu'à présent, les drones utilisés par les Ukrainiens étaient des drones de surface. Donc, ça serait peut-être une innovation sur le plan de cette stratégie de frappe par drone des navires russes sur la zone de la mer Noire. Mais en tous les cas, contrairement à certaines statistiques très, très optimistes de certains médias, des partisans de l'OTAN, on a toujours un seul bâtiment de la flotte de la mer Noire qui a été coulé, c'est le croiseur Moskova. Hein, et vous avez actuellement donc un sous-marin classe Kilo qui est endommagé, un bateau amphibie classe Roputcha qui est également endommagé, et puis dernièrement donc cette corvette classe Bykov qui a été possiblement endommagée, apparemment un dommage au niveau du gouvernail. Donc une flotte de la mer Noire qui a encore des capacités de frappe et d'action. C'est pour ça que je dis qu'il y a une nette baisse de la pression sur la péninsule de Crimée, et notamment, il n'y a pas eu de frappe par Storm Shadow et Scalp cette semaine, comme on a pu le remarquer. Et les Russes avaient justement attaqué des aérodromes à l'issue des frappes sur le quartier général de la flotte de la mer Noire. Donc cette capacité de frappe dans la profondeur via les Sukhoi 24M et les missiles Scalp et Storm Shadow, peut-être qu'elle a été encore une nouvelle fois neutralisée et peut-être définitivement. Donc à suivre. Donc sur le front terrestre, eh bien, toujours des opérations de harcèlement au nord par l'artillerie et quelques incursions ukrainiennes au nord sur la frontière russe. Sur le secteur de Kupiansk, il est très clair que les Russes sont repassés à l'offensive. Donc, ils avancent, hein, et notamment sur la zone de Sinkivka. Et donc, c'est une opération qui est à suivre et qui, à mon avis, va devenir une des opérations majeures des mois à venir, avec cette tentative des Russes de cloisonner et d'enfermer les forces ukrainiennes qui se trouvent à l'ouest de la rivière Oskol, de les pousser d'eau à cette rivière. Après avoir bombardé la majorité des ponts, il ne resterait plus qu'un pont en état de pouvoir faire passer des moyens lourds. Alors, sur la zone qui entoure Donetsk, hein, les deux villes qui sont tenues par les Ukrainiens à partir desquelles ils bombardent la ville de Donetsk, eh bien, cette semaine, sur la ville d'Advika, bien, les forces armées russes sont passées très clairement à l'offensive et sont en train d'encercler cette position ukrainienne. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu très très peu de tirs d'artillerie sur la zone de Donetsk, et les derniers jours, il n'y en a eu aucun. Donc des forces ukrainiennes qui sont en difficulté sur Advika. Donc cette manœuvre russe d'encerclement, hein. Sur la zone de Bakhmut, rien de changé, hein. Toujours la pression ukrainienne au sud qui est stoppée par les Russes. Sur la zone de Zaporizhzhia, eh bien, malgré les tentatives ukrainiennes pour élargir le saillant, les contre-attaques russes maîtrisent en fait les limites du saillant en repoussant les Ukrainiens. Ça n'a pas bougé. Sur la zone de Kherson, sur le Dniepr, pas d'événement majeur. Alors maintenant, concernant la désinformation, on va repartir sur le théâtre israélo-palestinien. Alors, une intervention très, très intéressante du père de Léa Salamé, qui a été ministre de la Culture
d'un gouvernement libanais. Alors, c'est quelqu'un qui est très proche de George Soros, hein, Monsieur Salamé. Mais en tous les cas, sur l'implication éventuelle de l'Iran dans l'attaque, puisque ça a été un des grands sujets hein, débattus sur de nombreux plateaux, lui, il dit pourquoi est-ce que l'Iran serait impliqué et pourquoi est-ce que le Hezbollah bougerait, puisqu'il y a eu 4 conflits précédents dans la bande de Gaza entre les Palestiniens, les forces qui se trouvent dans la base de Gaza, donc le Hamas et d'autres groupuscules comme le djihad islamique, et les forces israéliennes, et le Hezbollah n'a pas bougé. Donc, lui dirait plutôt qu'il faut plutôt surveiller la Cisjordanie. Hein. D'ailleurs, j'ai écrit une bêtise, c'est plutôt escalade, le risque, plutôt que des escalades. Et puis, cette notion de souveraineté du peuple d'Israël qui doit également être prise en compte, bien sûr, mais avec celle de la souveraineté du peuple palestinien. Donc, une interview très, très intéressante. Alors maintenant, le coup de com pitoyable de Netanyahou avec Biden, avec la conversation téléphonique filmée, ça nous a rappelé certains épisodes nationaux. Tout ça pour redorer son blason, mais il ne faut pas se leurrer, dès qu'il y a un gouvernement maintenant d'unité nationale qui a été mis en place en Israël, mais dès que la guerre sera finie, comme tu l'as dit avant qu'on commence la vidéo, non seulement il ne sera plus Premier ministre, mais en plus, il ira devant les tribunaux pour corruption. Donc ne pas oublier ce rôle fondamental du Qatar dans ce qui se passe en ce moment, mais surtout ne pas oublier également que l'Iran était en phase de se rapprocher de l'Arabie saoudite hein, via les BRICS, et que ce n'est pas du tout l'intérêt de l'Iran de se plonger dans un conflit régional en ce moment. Alors maintenant, les petits côtés, les petits aspects de désinformation qui ont eu lieu de la part de la partie ukrainienne, puisque la partie ukrainienne a bien sûr peur que l'Occident se désengage. Alors quand je dis l'Occident, c'est surtout les États-Unis se désengagent du soutien militaire à l'Ukraine, et puis en cherchant maladroitement à lier le front ukrainien avec le front israélo-palestinien. Bon, une tentative qui n'a pas duré très longtemps, tellement elle était peu crédible. Mais il y a eu quand même quelques appuis dans cette tentative-là, notamment notre cher BHL. Non, Kouchner. Oui, mais ça, Ah oui, BHL, mais maintenant, je parlais sur ce sujet-là. Maintenant, Kouchner, lui, il est intervenu, bien sûr, parce que lui, il est dans cette optique très, très atlantiste de la guerre du bien contre le mal. Hein, et il voit bien sûr lui aussi l'action du Kremlin derrière les attaques qui ont lieu samedi dernier. Bon, ça repose sur rien, bien sûr. C'est des inventions, c'est de la pure invention. Hein. Par contre, on voit très bien les courants idéologiques et militants qui se mettent en place. moi je voudrais à cette occasion concernant Kouchner, parce que on arrive, on ressort de la naphtaline des gens qui devraient être définitivement enfermés dans leurs armoires. Il est évident que la Russie était au courant des projets d'attentat. Je vais faire un peu de paraphrase. Il est évident que M. Kouchner savait que son fils était régulièrement violé par son ami Duhamel et il n'a rien dit. Hein. Dehors, enfin, voyons, c'est invraisemblable. Il vient mentir. Hein. Qu'est-ce qui a besoin d'inviter ce personnage définitivement disqualifié? Et j'ajouterais, il est évident hein, que M. Kouchner était au courant des trafics d'organes qu'il y avait lieu au Kosovo, dont il était le proconsul désigné par l'OTAN, par l'Occident, hein, après l'agression de la Serbie. Donc, non, là, je me mets un peu en colère parce qu'il y a des limites quand même hein, à l'indécence totale et à l'indignité. Donc, dehors, ce genre de personnage. Voilà, excuse-moi, hein, Non, mais mais tu as raison, tu as très bien résumé. il y a des choses qui passent Tu, pas. tu as très bien résumé la situation. D'ailleurs, Nachim Tachi, il me semble il a été condamné par personne n'en parle, hein, bien sûr, par le tribunal de l'Haye. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais personne n'en parle, hein, parce Pour les qu'évidemment. trafics d'organes, Oui, hein, voilà, Nassim Tachi pour les trafics d'organes, tout à fait. son grand ami. Sur des prisonniers serbes, hein, prisonniers serbes.
C'est dingue quand on regarde l'omerta des médias sur certains sujets, hein. Euh, Comme sur la relaxe d'ailleurs du président serbe dans le cadre du TPI. Milosevic a été Oui, acquitté, oui, personne n'en a absolument, parlé. absolument. Personne n'en a parlé. Donc j'en reviens maintenant à ce sujet des informations. Ben maintenant, on a trouvé un ennemi numéro un, un ennemi public numéro un. Ça serait le cerveau des attaques, un peu comme Ben Laden était le cerveau des attaques. Il faut bien comprendre que les attaques telles qu'elles ont été planifiées par le Hamas et puis ses alliés, hein, parce que le Hamas n'est pas tout seul, il y a tous les autres groupes, ça relève d'une planification militaire. C'est-à-dire qu'on est sur le cas d'une planification froide, alors soi-disant d'ailleurs, d'après certaines déclarations, que les attaques auraient été planifiées il y a 2 ans, donc on va dire un plan préparé il y a 2 ans, et ensuite qui est mis à jour dans le cadre d'une planification tiède ou chaude pour le mettre en œuvre. Parce qu'il y a 2 ans, on ne pouvait pas imaginer que dans le plan, il y avait notamment l'action prévue sur la rêve partie. Donc vous voyez cette notion de planification militaire, et ce qui montre bien que le sujet des Israéliens, ça va être de les centres opérationnels du Hamas et de ses alliés qui ont permis, bien sûr, la planification de ce plan-là et surtout sa conduite et sa coordination. Donc il y a des centres opérationnels, il y a certainement un centre opérationnel de niveau opératif ou stratégico-opératif. Et ensuite, qui ont permis de suivre les unités qui ont pénétré dans le territoire israélien. Et on n'est pas du tout sur ces notions médiatiques, mais très, très confortables, en fait, d'ennemi public numéro un, parce que si on tue l'ennemi public numéro un, on considère qu'on a gagné la guerre, un peu comme lorsqu'on a tué Ben Laden. Et puis, bien sûr, notre ami Xavier, qui, dans son militantisme pro-ukrainien, rassemble des informations pour prouver que la Russie est impliquée dans les attaques de samedi dernier. Bon, je passe parce que là, ce sont les limites du militantisme. Alors, ça m'a été partagé par quelqu'un par messagerie, hein, dont je ne connais pas le nom exact puisqu'il a un pseudo, mais bon, il lui a répondu. Bon, je ne réponds plus maintenant, j'ai arrêté parce que ça n'a pas d'intérêt en fait. Voilà. Voilà, écoute, Régis, j'en ai terminé. Je m'excuse. Alors, Là, oui, vas-y, vas-y. Alors, oui, comme j'ai pas mal d'activités en ce moment, j'ai un petit peu bafouillé au départ là pour chercher mes mots, mais je non, m'en mais excuse. attends, ne t'inquiète pas. Alors, deux petites observations. Une observation pratique. Pardon. Vous pouvez tout à fait, en utilisant l'email qui est sur la description, qui est en dessous, me demander les PDF que Hervé nous fournit de façon hebdomadaire et qui sont à ce point précieux. Ma deuxième observation, c'est toujours la question des libertés publiques. L'émotion, les excès qu'on a entendus depuis quelques jours, il faudrait que ça se calme, il faudrait que ça s'arrête. Alors, il y a d'abord la question des manifestations. Je rappelle que la manifestation est une modalité d'exercice de la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ça fait donc un moment, et que cette déclaration est partie intégrante de notre Constitution. Euh, Interdire les manifestations a priori, c'est-à-dire interdire une expression a priori, c'est interdit par notre Constitution et par la loi, hein, en disant on ne peut pas soutenir ou on ne peut pas faire de manifestations pro-palestiniennes. Le contrôle se fait a posteriori. Alors on peut invoquer pour l'interdiction des manifestations, on peut invoquer les risques d'affrontement et de troubles à l'ordre public, et ça c'est un motif parfaitement légitime, hein, mais ne pas oublier, ne pas dire systématiquement les manifestations favorables à la Palestine seront interdites, ce que M. Darmanin fait toujours tranquillement. Avant, c'était les manifestations ou même l'organisation de colloques de l'extrême droite qui devaient être systématiquement interdites. Alors, le Conseil d'État a dit ce qu'il en pensait, hein, mais il faudrait peut-être arrêter ça, et ce d'autant qu'en ce qui concerne les manifestations autour de ce conflit, les manifestations, et c'est logique, les manifestations pro-israéliennes sont autorisées, hein, et pas les manifestations qui sont favorables à la Palestine. Comment voulez-vous que ceux qui ne soutiennent pas inconditionnellement le gouvernement israélien réagissent? Commencez par moi.
L'autre, c'est la surenchère à laquelle on est confronté. Je vais prendre un exemple d'un personnage qui n'est pas antipathique, c'est Roger Carucci, le sénateur LR. Hein, il n'est pas le seul, mais il est monté au créneau. Vous devez poursuivre et punir ceux qui ne soutiennent pas inconditionnellement le gouvernement israélien. Mais pardon, hein, c'est-à-dire, non mais on arrive, et c'est proféré dans une enceinte parlementaire sans que M. Larcher, qui devait être encore en train de digérer, ne dise un mot, sans que d'autres protestent sur les bancs de cette hérésie en matière de liberté publique. Il y a l'apologie du terrorisme, mais on a bien vu que très souvent, la jurisprudence avait tendance à glisser vers le refus de condamner ou le fait de présenter le terrorisme sous un jour peut-être positif. Hein. Par exemple, moi, quand je dis que les mouvements de libération nationale ont obtenu leurs indépendances et en général, je n'ai pas dit grâce au terrorisme, mais en utilisant le terrorisme, on va me reprocher et dire que je fais l'apologie du terrorisme, ce qui n'est absolument pas le cas. Il me fait horreur, comme normalement à tout le monde. Donc, il faut qu'on se calme, il faut qu'on récupère notre sang-froid, hein, et que, en ce qui concerne les libertés publiques, ne jamais porter atteinte aux principes. Ça, c'est fondamental parce que ça crée toujours un précédent, hein, et en général, les cibles qui sont ensuite attaquées ne sont pas, hein, c'est celles qui sont punies au début. C'était la fameuse phrase de Niemöller, le pasteur disant quand ils ont arrêté les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste, et puis il passe toute la liste des autres pour finir par dire le jour où ils sont venus m'arrêter, personne n'a protesté parce qu'il n'avait plus personne. Bien, il a été victime naturellement du nazisme, le pasteur Niemöller. Voilà. Donc, excusez-moi de ce nouveau prêche pour terminer. J'ai commencé par un prêche au début, je Non, termine mais par un prêche. tu as raison. Cette notion de soutien inconditionnel à l'État d'Israël, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que sur le plan du positionnement politique, ça veut dire que c'est l'alignement total, quelles que soient les décisions qui sont prises par le gouvernement israélien en ce moment, alors que c'est un gouvernement qui est déjà très critiqué en interne pour sa gestion préalable à ce qui s'est passé samedi dernier et qui reste également très critiqué par sa gestion actuelle post-attaque terroriste. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. En fait, on n'est plus dans une approche rationnelle de la politique internationale, que ce soit en Europe ou dans notre pays. On s'est aligné dans la crise ukrainienne sur les positions ukrainiennes et sur les positions des États-Unis, sans développer une voie autre. Et là, sur la crise israélo-palestinienne, on s'aligne sur les positions d'Israël et sur les positions des États-Unis. Mais alors, quand on regarde et quand on évalue en termes de risque et d'intérêt, on l'a vu tout à l'heure lorsque j'ai abordé très rapidement les états finaux recherchés, le risque lié à une importation évidente du conflit israélo-palestinien au sein des pays européens qui ont des fortes communautés musulmanes, ça pose quand même question. Voilà. Bon, eh bien, merci de cette convergence sur la défense des libertés et de la souveraineté, parce que ce que tu viens Ben de oui, bien souligner, sûr, c'est la souveraineté. Bien, bien eh bien, sûr. je vous dis donc à la semaine prochaine, en espérant qu'il n'y aura pas un nouveau théâtre de conflit, mais si c'est le cas, Hervé Carrès sera toujours fidèle au poste pour nous amener les informations indispensables. À bientôt.